Bonjour à tous. Avant de me jeter tête baissée dans la grande nuit de l'oralité, je vais récapituler rapidement ce que j'ai avancé la dernière fois. C'est un enseignement qui porte sur la littérature et tous autant que vous êtes, vous appartenez à une tradition lettrée où ce qu'on appelle la littérature occupe une place éminente. J'avais cité l'érudit allemand Robert Curtius qui disait « Ah oui, les Français et la France, eh bien ce sont ces gens, c'est ce pays où la littérature a été élevée au rang d'une religion. Et la religion, c'est ce qui procure le salut à leurs fidèles. Donc il va de soi pour nous que le monde est en partie ce que nous apprend la littérature. Nous avons un rapport nourricier, organique à la littérature depuis à peu près 500 ans. La littérature est contemporaine, dans notre pays du moins, de l'éveil simultané d'une part de l'État, la puissance étatique, comme monopole de la violence physique, de la coercition physique légitime, et d'autre part de l'individu. Vous savez qu'il arrive parfois qu'on oppose l'individu et l'État, or l'individu n'a pas d'amis plus chers, plus attentionnés que l'État. Mais vous savez aussi qu'il existe des sociétés acéphales, sans État, et qu'il existe également des sociétés où la littérature ne fait pas l'objet d'une attention aussi passionnée que celle dont elle bénéficie en France, avec l'appui de la puissance étatique des institutions comme l'Académie française et le goût plus ou moins déclaré que les plus hauts personnages de l'État ont toujours devoir cru marquer, au moins publiquement, pour la littérature. Il y a peu de temps que les plus hauts représentants de la puissance publique sont acquis, par exemple, à d'autres axiomes, ceux, mettons, du libre-échange. Tous les présidents de la République, jusqu'à une époque récente, se donnaient pour les amis de la littérature. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, De Gaulle a écrit un assez grand nombre de livres dans un style délicieusement anachronique qui était celui, par exemple, de Pierre Corneille, c'est-à-dire du début du XVIIe siècle. Son dauphin et successeur, qui fut Georges Pompidou et qui a exercé pendant un certain nombre d'années les fonctions de fondé de pouvoir de la banque Rothschild, eh bien ce même Georges Pompidou avait composé une anthologie de la poésie française qui n'est pas dépourvue de qualité. Monsieur Giscard d'Estaing, qui leur a succédé, est membre de l'Académie française. Cet homme, qui était revêtu de la totalité des honneurs possibles et imaginables, n'a pas cru devoir n'a pas cru devoir s'épargner les démarches que, pardonnez-moi, je trouve un petit peu humiliantes, qui consistent à rendre visite aux 39 autres membres de cette institution pour être admis sous la coupole, alors que, s'il m'est permis de juger, son œuvre littéraire était relativement mince. C'est ainsi. Mais le mieux que nous puissions faire est aussi de prendre conscience de cette disposition qui nous est propre, de ce goût qui est le nôtre pour la culture lettrée, de cette forte teinture que nous avons reçue d'une tradition nationale. Ceci, nous le savons, c'est un peu désenchanteur, est un arbitraire culturel. Nous sommes tels, mais nous aurions pu être autres, et la preuve en est que d'autres hommes en usent différemment avec le monde, la parole, et éventuellement la parole lorsqu'elle revêt la forme écrite. Une fois ceci posé, admis, eh bien, la littérature telle que nous la pratiquons, telle qu'elle est partie plus ou moins intégrante de nos vies, doit nous apparaître pour ce qu'elle est une conquête tardive. La charge que nous lui confions depuis à peu près un millénaire de porter dans le registre second, éclatant, facultatif, de l'écrit, le vif de notre expérience. Ceci n'a pas toujours été de tous les lieux, ni de tous les âges. Et longtemps, l'espèce pensive à laquelle, pour le coup, nous appartenons tous de droit et de fait, n'a pas cru devoir cultiver cette faculté très particulière qui est la vôtre à tous, vous êtes tous alphabétisés, de confier à un support distinct de vos corps les pensées que vous roulez. Des gens de votre sorte, je l'avais dit avant de terminer, des êtres rigoureusement semblables à ceux que vous êtes, foulent le sol de cette planète depuis à peu près 40 000 ans. Nous sommes assurés désormais que la race à laquelle nous appartenons, celle de Cro-Magnon, est vieille de 40 000 années, 400 siècles.
Nous savons également, et là encore c'est l'archéologie qui en a fourni la preuve depuis à peu près un siècle et demi, l'archéologie préhistorique depuis un siècle et demi qu'elle s'est développée, que l'espèce Homo eh bien, est là très vraisemblablement depuis 1,5 million, voire 2 millions d'années. Voilà à peu près 2 millions d'années que les primates, c'est-à-dire les premiers, les princes, nous appartenons au groupe des primates, eh bien, sont apparus quelque part en Afrique orientale et différaient catégoriquement, non pas seulement de toute la pyramide du vivant, mais de leurs proches cousins, des singes fossiles, par le fait qu'ils observaient pratiquement en toutes circonstances la sensation debout. La naissance de la pensée, et donc de la parole, et donc de l'écriture, a, en dernière instance, en dernier recours, des causes purement et simplement mécaniques. Aussi longtemps qu'on demeure quadrupède, vous savez que la tête étant en porte-à-faux, il faut que l'on développe un appareil musculaire particulièrement puissant qui tienne la tête dans cette position. Si les muscles de notre col sont aussi chétifs d'une certaine façon, c'est parce que notre tête repose comme sur un pilier sur le restant de notre corps. Son poids, sa masse s'exerce dans la verticale. Donc, pas besoin de muscles très puissants, comme vous en voyez au cou d'une vache, d'un cheval, ou simplement d'un grand singe, d'un gorille, par exemple. La musculature est extrêmement impressionnante pour les chétifs primates que nous sommes. À compter de l'instant où cette énorme masse musculaire qui s'opposait à la progression, au développement de l'occiput, est en quelque sorte rendu superflu, dysfonctionnel par le fait qu'on est debout, alors mécaniquement, toujours, le cerveau se développe librement, ce qui explique, lorsque vous le regardez, cette forme étrange qui la sienne, comme, si je puis me permettre cette comparaison, les pieds des malheureuses chinoises que l'on enfermait dans des chaussures trop étroites. Il y a quelque chose d'effrayant à avoir des coupes de cerveau. On sent nettement qu'il y a d'un côté une poussée énorme, irrésistible, et puis de l'autre la compression mécanique que peut exercer la boîte crânienne. La suite en découle. Les mains sont libres, les membres antérieurs sont désormais disponibles pour les tâches à la fois de prédation et de préhension. La troisième conséquence est, vous le savez également, l'extraordinaire différenciation, affinement de la zone facio-labiale. Si vous regardez une tête de cheval, une tête de vache, je préfère ces deux malheureux animaux, mais je n'ai rien contre eux, vous êtes frappé par la grossièreté de ces mufles, de ces faciès. Quand j'étais gosse, il m'est arrivé de mettre la main dans la gueule d'une vache. Je ne sais pas si c'est une expérience que vous pratiquez toujours. Bon, on est curieux, vous savez que les vaches sont des bêtes pacifiques, que on peut être tenté lorsqu'on est enfant d'imiter le veau, donc on confie sa main à la vache. Alors la vache, gentiment, vous avale la main. Alors généralement, on a pris un peu d'herbe fraîche. Et ce qui est très troublant, bon, outre le fait que la vache, vous savez tous qu'une vache n'a pas de dents en haut. Non, personne n'a mis la main dans la gueule d'une vache. Vous faites quoi déjà? Si, ah bon. Oui, il y a plein d'expériences à faire dans cette vie, dans ce monde. Donc quand vous mettez la main dans la gueule d'une vache, la première chose que vous notez, c'est que la mâchoire supérieure est anodonte, il n'y a pas de dents. Et que pour couper l'herbe, elle applique ses incisives inférieures contre une espèce de bourrelet corné qu'elle a sur la mâchoire supérieure et que cela suffit. Voilà. La deuxième chose, c'est que les muqueuses sont extrêmement grossières. C'est comme des naseaux de cheval. Il n'y a pas de terme de comparaison entre l'extraordinaire finesse des lèvres humaines et l'espèce de mucilage et de cornes dont sont revêtues les gueules des animaux, et en particulier des herbivores, parce que rien n'est coupant comme de l'herbe. Si vous essayiez de brouter de l'herbe dans un pré, vous auriez la bouche en sang, les gencives en sang dans les minutes qui suivraient. Donc, ces malheureuses créatures quadrupèdes ne disposent pas des moyens physiologiques, anatomiques, qui leur permettraient d'imprimer à l'air atmosphérique les scansions merveilleuses, les modulations admirables, à quoi, à certains égards, s'apparente le langage, du moins sa partie significative, audible, perceptible. Donc, on peut considérer qu'assez tôt, dès l'instant où les primates se redressent, ils se trouvent pris dans une sorte d'enchaînement mécanique dont les conséquences sont incalculables. Et les conséquences, c'est aujourd'hui, c'est ici et c'est maintenant.
à savoir immédiatement la disponibilité des membres antérieurs pour toute une série d'opérations, dont certaines, vous le savez, d'une extraordinaire délicatesse, puisque votre pouce, à la différence de celui des singes, est opposable aux autres doigts, l'affinement de la zone faciale, labiale, et l'exploitation systématique du flux d'air qui ne cesse de baigner votre poitrine pour en tirer des effets de signification. On est en droit de supposer, on n'a pas de preuves anatomiques, mais on est en droit de supposer que très tôt, les petits groupes d'hominidés qui circulent sur la Terre pratiquent l'échange vocal, sont accompagnés en permanence d'une cloche, excusez-moi, sémantico, c'est-à-dire le sens, acoustique, qui serait la marque élective du groupe humain. Où qu'ils aillent, où qu'ils se transportent, vous entendez, dès que vous êtes à quelques distances du groupe, cette espèce d'onde sonore très merveilleuse qui indique qu'il y a quelque part un groupe parlant, donc des hommes. Il est très évident, lorsqu'on examine les crânes, les premiers crânes de Cro-Magnon, que la conformation interne de leur boîte crânienne est très rigoureusement identique à celle dont nous sommes nous-mêmes pourvus. Les deux célèbres aires auxquelles j'ai dû faire allusion, celle de Broca, la fameuse R31 et celle de Wernicke, sont développées. L'aire de Broca, qui est par ici, là, vous permet de produire des phrases. Et l'aire de Wernicke, qui est un physiologiste allemand, permet de comprendre les dites phrases. Si vous êtes touché dans l'aire de Broca, ça arrive assez fréquemment dans les accidents de voiture, vous ne pouvez plus parler. Mais vous comprenez si l'aire de Wernicke n'a pas été atteinte. Et inversement, si c'est l'aire de Wernicke qui est touchée, vous ne comprenez plus ce qu'on vous dit. Mais vous êtes capable de faire des phrases. C'est des zones qui ont à peu près la dimension d'une pièce de 2 euros. C'est très étroitement localisé. Mais c'est là que se trouvent les cellules spécialisées dans la fabrication, l'émission, la production de messages en langage articulé. Donc, ce qui est très troublant lorsqu'on fait retour sur cette grande nuit qui précède l'histoire, laquelle a commencé très récemment, eh bien, c'est que la race de Cro-Magnon, la nôtre, nous, a pu rester, elle a 40 000 ans, a pu rester 35 000 ans sans éprouver le besoin de recourir à l'écriture. Longtemps, quelque chose comme un profond mystère s'est attaché au fait qu'il était très évident que nous avions affaire à une sorte de projection anticipée de nous-mêmes, et que ces êtres rigoureusement semblables à nous, sous le rapport de l'équipement physique et mental, eh bien, n'avaient pas cru devoir laisser de traces intelligibles, explicites, de ce qu'ils avaient pu être, faire, avoir, vouloir, désirer, redouter, etc. L'humanité s'est accommodée, semble-t-il, sans la moindre difficulté pendant très exactement 350 siècles, du seul usage oral de la parole. Alors qu'il est très manifeste que son équipement intellectuel aurait dû lui permettre, dès alors, eh bien, d'ajouter aux signes graphiques merveilleux dont elle a peint les grottes, d'adjoindre à ces signes d'autres signes analogiques ou arbitraires, des idéogrammes, voire des écritures alphabétiques, qui nous renseigneraient très exactement sur ce qu'ont pu être ses pensées pendant tout le temps qui a été le sien, 35 000 ans, et que, eh bien, s'est avancé, les yeux écarquillés, comme nous, j'imagine, dans la splendeur inépuisable de la création. Or, il n'existe rien qui s'apparente à la littérature au sens très exact du terme où nous l'entendons, à savoir des récits, des textes appuyés sur une lettre elle-même distincte de nos corps. Alors, il semblerait bien qu'il ait fallu un événement considérable pour décider ces hommes, pleinement hommes, à adjoindre au simple prodige, au simple prestige de la parole, eh bien, cette technique auxiliaire, vicariante, comme on dit, que constitue l'écriture. Par bonheur, s'il est permis d'ainsi parler, un certain nombre des productions intellectuelles de cette humanité d'avant la lettre, d'avant l'histoire, nous sont parvenues. Vous savez qu'au nombre des actes de l'Europe occidentale, il y a eu la destruction systématique des cultures et des civilisations à quoi l'Europe occidentale s'est affrontée. C'est une histoire à la fois éclatante. L'Europe occidentale a été le sujet de l'histoire pendant un demi-millénaire. Tout part de l'extrême pointe du continent eurasiatique. Et à l'instant où les Européens tournent des regards brillants de convoitise, agressifs, vers le restant de l'humanité, vers les 5 continents
et les 7 mers. Et celui où ils prennent conscience de ce que, l'affaire dans laquelle ils s'étaient engagés était à ce point chargée de périls qu'il valait mieux faire réflexion à nouveau frais et adopter d'autres principes que ceux qui avaient jusqu'alors prévalu. Pratiquement l'ensemble des civilisations de la planète ont été détruites, abolies, anéanties par le commerce forcé qu'elles avaient avec les représentants des divers États-nations constituant l'Europe occidentale. Alors généralement, c'est avec toutes sortes d'arrière-pensées étroitement intéressées qu'on partait voir ce que les autres pouvaient être et avoir. Il est arrivé, comme toujours, que dans ces groupes agressifs, belliqueux, dépêchés par les principales nations européennes vers les autres rivages, il est arrivé que se trouvent des esprits ouverts, bienveillants, pacifiques, qui parfois, pas toujours, même assez rarement, ont sauvé quelque chose d'infiniment précieux des civilisations qu'ils rencontraient. Ça a été par exemple souvent le clergé. L'Église catholique était partie prenante de l'impérialisme ou du colonialisme européen. Éventuellement, le pape dépêchait un nom, c'est ce qui s'est passé à Tordesillas, qui est une ville du sud de l'Espagne, où Portugais et Espagnols se sont partagés le monde en présence d'un représentant de l'Église. Ils ont tracé une limite, à gauche c'est pour les Portugais, à droite c'est pour l'Espagne, puisque l'Espagne et le Portugal sont alors deux des principales nations de l'Europe occidentale, et sont l'une et l'autre en flèche, puisque ce sont des navigateurs, des peuples de navigateurs, pour la conquête des terres émergées. Et l'Église est là. Mais l'Église qui a quand même aussi, ça fait partie de ses fonctions, le souci du salut des âmes, dépêche avec ces groupes de prédateurs, des membres du clergé, réguliers ou séculiers, lesquels peuvent, à l'occasion, outre qu'ils baptisent à tour de bras les naturels, enfin ceux qu'on n'a pas exterminés, prendre garde, parce que ce sont des gens cultivés, à certains comportements, certaines pensées, qu'ils voient à ces êtres si dissemblables d'eux. À partir du XVIIe siècle, la Compagnie de Jésus, les jésuites, donne mission à tous ceux qu'elle dépêche dans toutes les parties du monde de noter précisément, scrupuleusement, toutes les choses qu'ils observent. Ce qui fait qu'on dispose aujourd'hui de ce qu'on appelle les lettres édifiantes. Écrites d'émissions par les jésuites, ça fait 27 tomes. J'ai l'édition de 1810 que je trouve pour une bouchée de pain sur une bâche un jour de brocante. Où vous découvrez, on découvre des réflexions extrêmement intéressantes sur tel ou tel comportement que par la suite noteront, mais dans un langage quelque peu différent, armé, les anthropologues. Sachant que les anthropologues, ou du moins les plus conscients d'entre eux, et l'anthropologie fait également partie de l'aventure européenne et de l'impérialisme européen. Venu tard, il constate ce dilemme. Tout est fini, peu s'en faut. Claude Lévi-Strauss, dont on a fêté le centenaire, dit qu'il lui arrive, malgré lui, de tomber dans une rêverie mélancolique. Il lui est arrivé de penser qu'il aurait été beau de débarquer en même temps que les conquistadores au rivage du Nouveau Monde, parce qu'il aurait découvert dans leur intégrité et leur fraîcheur des mythes dont le prix est infini. Mais dit-il simultanément, les Européens d'alors sont incapables de comprendre exactement ce que ces textes signifient. Quel prix s'attache à ce type de récit, à ces ensembles de significations, ce qui fait que c'est un dilemme. Donc chaque terme, à sa façon, est funeste. Dans le premier cas, si vous vous trouvez mis en présence de cette splendeur non pareille, de culture précolombienne, vous n'êtes pas armé intellectuellement, ni peut-être moralement, pour en prendre l'exacte mesure, et lorsqu'enfin vous disposez de l'outillage conceptuel que l'anthropologie a élaboré en l'espace d'un siècle et demi ou de 2 siècles, vous découvrez que c'est à vide, en quelque sorte, que vous allez appliquer cet équipement, parce que son objet a été disloqué, détruit, volatilisé par les 200 ou 300 ans de fréquentation assidue entre ces deux cultures d'inégale force, celle des naturels, puis celle impérialiste, agressive, dévastatrice, dont nous sommes, fût-ce à notre corps défendant les porteurs. Donc nous avons une idée assez précise, malgré tout, de ce que peuvent être les productions intellectuelles, les textes, les récits, dans lesquels
d'autres groupes que le nôtre, et semble-t-il dès la plus haute origine, ont essayé de fixer, de saisir le sens de leur expérience. L'essentiel de la mythologie s'est perdu, parce qu'elle n'était pas écrite, parce qu'elle n'existait pas sous la forme d'une copie matérielle sur un quelconque support. Mais, à l'extrême limite, il y a un certain nombre de bons esprits, c'est ainsi que, faute de mieux, je les qualifierai, ont pris la peine de recueillir des textes qu'ils ne comprenaient pas, ce qui fait le charme ambigu de ces récits que des missionnaires, des jésuites ont recueillis auprès de ces populations dites primitives. C'est que manifestement, le gars qui est en train de recueillir sous la dictée d'un informateur, comme on dit, tel mythe, tel récit, il ne comprend rien à ce qu'il est en train de raconter. Mais, grâce lui soit rendu de ce que, malgré son incompréhension, il ait fait l'effort de noter ces choses, donc, dans le meilleur des cas, il constate qu'elles sont inintelligibles, et dans le pire, qu'elles sont sans doute le produit d'esprits retardataires, infirmes, ou, à l'évidence, frappés de folie. Et notre première réaction à nous, qui raisonnons selon d'autres catégories, dont l'esprit est enfermé dans un autre système catégorial, est de prime abord de juger que ces produits en provenance de cultures étrangères à la nôtre, eh bien, s'apparentent à ce que nous qualifions de délire à l'intérieur de notre propre groupe, c'est-à-dire un discours dont le système catégoriel est décalé par rapport à celui auquel, en conscience ou non, généralement sans même en avoir conscience, nous nous référons comme allant de soi, comme étant la nature même, alors qu'il s'agit, vous le savez, d'une culture. Donc on a ça, on a ces vestiges, ces bribes prises à l'interface de deux ères, de deux époques et de deux mondes. On a également quelques textes qui sont entrés dans ce que Georges Dumézil, à qui j'ai dû également faire allusion, appelle, d'un terme que je trouve magnifique, les archivistes à clous. Il désigne par là les inventeurs de l'écriture et spécialement les habitants de Sumer, en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, qui ont inventé l'écriture et dont les textes semblent avoir été imprimés dans l'argile avec des clous. Ça ressemble à ça, à peu près. Ou à des coins. Voilà. Et ces hommes qui vivaient à la jonction de la préhistoire, du temps d'avant la lettre, et de l'histoire dont ils sont les inventeurs, ont eu l'esprit de recueillir un certain nombre de récits qui avaient cours, avant même que l'écriture n'apparaisse, et de les fixer à jamais, jusqu'à la consommation des siècles, dans de l'argile dite adobe, non cuite, enfin cuite au soleil ou cuite au feu, grâce à quoi ils nous sont parvenus. Lorsque on examine les produits de l'activité textuelle sans le support de l'écriture, force est d'admettre qu'on n'y comprend rien. Il s'est produit une rupture entre le temps d'avant l'écriture, 35 000 ans, et le temps de l'après. L'écriture a permis, en tant que révolution technologique du mode de communication, d'élaborer un certain nombre d'outils mentaux, un certain appareillage intellectuel qui nous semble indispensable, mais qu'il était si peu que l'espèce humaine a pu s'en passer pendant tout le temps qu'elle a duré avant l'invention de l'écriture, sans que soit compromis eh bien, son salut. Elle a persisté, elle a persévéré dans son être, elle s'est rangée à la terrible loi de l'évolution qui est, vous le savez, purement et simplement de persévérer, de persister, de se reproduire, de tenir en respect tous les facteurs destructeurs qui peuvent compromettre jusqu'à sa destruction la vie, la survie d'une espèce. Des centaines de milliers, peut-être de millions, peut-être de milliards d'espèces ont disparu depuis que la vie organisée est apparue sur la Terre. Nos devanciers ont réussi, avec un équipement intellectuel qui vous surprend énormément et vous paraît n'avoir point de rapport avec ce que nous appelons le réel, mais c'est également une notion fluctuante, ont réussi à subsister si bien que le simple fait que vous soyez là et moi et que nous respirions est la preuve que même avec ce type d'équipement, même avec ces registres de signification entièrement décalés par rapport à ceux que nous estimons normaux
ou naturelle, on peut très bien composer avec toutes les forces de destruction qui, vous le savez, s'acharnent continuellement à trouver leur avantage, donc à nous perdre. Donc dès qu'on recule, dès qu'on fait volte-face en quelque sorte, dès qu'on s'achemine vers ces lointains commencements, on constate deux choses. La première, c'est que l'histoire cesse très vite. L'écriture, c'est 3200 avant Jésus-Christ. Il existe un procédé technique qu'on appelle la thermoluminescence, qui permet de dater avec pas mal de précision l'instant où un objet quelconque a été soumis à l'action du feu. Vous savez que l'argile, sous l'action du feu, se vitrifie, se produit une réaction chimique telle que le processus est irréversible. Au-delà de 950 ou 1000 degrés, enfin j'ai oublié, ça n'a pas tellement d'importance. L'argile ne redeviendra plus plastique si à nouveau vous la soumettez à l'action de l'eau. Donc ça fait 3200. Et lorsque on fait un pas en avant, enfin pour le coup en arrière, on entre dans cette sorte de grande nuit, d'âge d'or. C'est comme il vous plaira, manifestement, on n'a pas cru devoir s'embarrasser de la technique scripturale ou scripturaire, et où donc les significations que l'on élabore, que l'on attribue au monde et à soi-même, ne ressemblent soudain plus du tout à celles à l'intérieur desquelles nous enfermons et tout ce qui existe, et notre propre marche impétueuse, redoutable, dans la création. Ça est au point, vous le savez désormais, que c'est la survie des espèces à la surface de la Terre qui se trouve compromise. Alors il s'agit d'un monde autre que le nôtre, quoique hanté par le langage, quoique hanté par son sens, c'est notre privilège. Nous sommes ces êtres pour lesquels l'être même du monde fait question, qui nous croyons dans la terrible obligation d'attribuer un sens à tout ce qui se passe, y compris à nous-mêmes en tant que la source, et peut-être la fin de toute espèce d'événement. Alors la particularité de tous ces groupes qui pendant si longtemps nous ont devancés sans trace écrite, eh bien c'est qu'il s'agit de groupes indivis. Votre particularité, outre le fait que vous êtes lettrés tous, que vous possédez depuis l'âge de 6 ans, les 26 caractères qui sont la clé de tout. C'est ce qui fait votre particularité historique. Il y a 100 ans que la totalité du peuple français est alphabétisée. Il y a 100 ans, un peu plus que, enfin 120 ans, que messieurs Jules de Grévy et Jules de Ferry ont décrété que tout petit Français fréquenterait l'école de 6 ans à 13 ans. Et que lorsqu'il la quitterait, il saurait lire, écrire et compter. Ça a tout changé. C'est hier, c'est tout à l'heure. Il y a un court instant que 63 millions, je crois, de Français trouvent naturel d'attraper n'importe quoi, un bout de papier, un prospectus, et puis d'y porter leurs yeux et d'en extraire la signification. Vous n'imaginez pas ce que peut être, par exemple, la société d'Ancien Régime. Je sors d'une province retardataire du centre de la France. En 1870, 82% des femmes sont illettrées. Pourquoi on le sait? Parce qu'elles signent d'une croix leur contrat de mariage. On rédige toujours un contrat de mariage. La pauvreté est extrême et on est très ménagé du peu de biens que l'on a, puisqu'il va de notre survie. Donc les deux parties rédigent un contrat de mariage. Plus d'un homme sur deux dans les années 1870 signe de son nom. Une espèce d'affreux gribouillis, mais qui manifestement s'apparente à de l'écriture. Mais 82% des femmes se bornent à tracer une croix, ou si vous préférez, si vous prenez 100 femmes de ce temps, c'est hier, c'est nos arrière-grand-mères. Eh bien, 18 d'entre elles seulement sont capables d'écrire quelques mots. Vous êtes lettré, c'est la première chose. C'est naturel, c'est évident. Je connais trop pour venir autour de moi. Les gens lisent du journal, des bouquins. Je suis moi-même absorbé dans la lecture de mes paparazzi. La deuxième chose, c'est que vous appartenez à une société qui est entièrement dominée par la division du travail. Vous êtes les artistes de demain, peut-être même d'aujourd'hui, je ne sais. La République française vous confie le soin, en vous admettant à l'école des Beaux-Arts, de vous préparer à montrer aux profanes de demain que la beauté n'a pas déserté ce monde. La splendeur du monde est éternelle. Mais il appartient à chaque instant à une pincée d'hommes et de femmes, désormais, d'attirer l'attention des gros béotiens qui composent le restant du groupe social
sur le fait que la beauté qui semble avoir déserté tel ou tel canton, nous avions accoutumé de la rencontrer, s'établit ici ou là. C'est ça un artiste. C'est un type bizarre, marginal, affligé d'une sensibilité explosive, qui marche par des chemins latéraux et qui est sensible à ce qui échappe aux gens normaux, c'est-à-dire absorbé par les tâches utilitaires, celles qui conditionnent, en dernier recours, la survie du groupe. Donc vous n'avez pas le choix. Vous avez choisi cette voie, mais pendant que vous étudiez dans ce cadre resplendissant, des gamines et des gamins de votre âge travaillent qui, je ne sais pas, à l'école de physique et chimie de Paris. D'autres sont dans des instituts universitaires de technologie pour acquérir la maîtrise à la fois intellectuelle et pratique d'un certain nombre de domaines d'activité, où il ne nous est pas permis d'accepter qu'il se produise la moindre panne, parce que la survie du groupe en dépend. Ce qui fait que si chacun d'entre vous se considère non pas positivement en tant que cultivant une certaine aptitude, une certaine capacité, mais du point de vue de l'ensemble du groupe auquel il appartient, il doit ressentir un sentiment de privation ou de frustration extrême en découvrant qu'à la vérité, il est à peu près incapable de s'acquitter de 99% des tâches utiles qui conditionnent la vie du groupe social auquel vous appartenez. Vous payez l'excellence qui est la vôtre dans une partie quelconque, la mention plastique, d'une dépossession profonde de l'ensemble des compétences qui définissent le travailleur collectif. Et il est toujours un peu frustrant de découvrir qu'on est fichu de réparer un appareil électrique ou de refaire une soudure sur une chaudière ou de réparer sa bagnole. C'est continuellement que nous sommes confrontés à l'espèce d'amputation essentielle dont nous sommes victimes de par l'effet de la division du travail. Si vous excellez dans une partie, il faut que vous consentiez à n'entendre rien à la somme des autres parties qui est invariablement la majorité de l'activité d'un groupe social. Or, dans ces sociétés d'avant l'écriture, il n'existe pas de division du travail. Ce qui les sépare à jamais de nous, à la fois socialement, intellectuellement et peut-être physiquement, c'est que chacun des membres de ces groupes possède la totalité des techniques pratiques qui conditionnent la survie et simultanément la totalité des énoncés. Alors il se peut que dès alors il se soit trouvé des gars particulièrement éveillés, actifs, talentueux, qui excellaient à faire telle ou telle chose. Un tel était, je ne sais pas, un chasseur plus habile que la moyenne de ses camarades, compagnons. Tel autre avait ce talent de raconter les faits qui avaient émaillé la saison de chasse, qui donnait un éclat, un charme, une séduction, un piquant, un piment très sensible à son récit. Mais en principe, dans ce type de société, il n'existe pas de division du travail, il n'existe pas de spécialisation. Le texte est le commun partage. Ce que je vous ai dit pour les compétences techniques vaut aussi pour les textes. Chacun d'entre nous ne connaît, ne pratique qu'une infime partie de la bibliothèque. Vous savez qu'il existe 11,5 millions de volumes imprimés à la très grande bibliothèque. 1,5 milliard de revues, tracts, publications, brochures, etc., etc. Même en lisant comme des fous, vous ne viendrez pas à bout de plus de 5000 volumes dans une vie. J'essaie de ne pas vous faire trop de peine, mes maîtres et pas moi. Mais quelque effort que vous fassiez, un livre vous oppose une certaine résistance, vous demande une certaine quantité de temps. Si vous lisez, par exemple, un livre par semaine, ça fait 52 livres par an. Si vous viviez 100 ans, ça ne ferait jamais que 5200 livres. Il vous faut si vous lisez 2 livres par semaine, il faudra 50 ans pour dépasser 5000 livres. Or, 5000 livres ne représentent qu'une toute petite partie des 12,5 millions de volumes déposés à la Bibliothèque nationale. Ce qu'on appelle le dépôt légal. La loi fait une obligation à quiconque donne un livre à la presse d'en confier 3 exemplaires à ce qui fut d'abord la Bibliothèque royale et qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale. C'est pour ça que nous disposons de ce trésor que constitue la Bibliothèque nationale. Puisque tous les livres imprimés en France, depuis qu'on imprime des livres dans ce pays, y ont été déposés en vertu d'un édit promulgué par le roi François Ier.
le même qui a décrété, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, que la langue française, c'est-à-dire, permettez-moi, le patois d'Île-de-France devenait une langue nationale. Et convertissait par le fait tous les autres dialectes du royaume, ils étaient légion, en patois. Je vous raconte pas ma vie, mais du fait que je sors de ces provinces retardataires où le présent n'a fait qu'une assez tardive entrée, j'ai entendu quand j'étais gosse autour de moi, dès qu'on s'écartait de la sous-préfecture, la paysannerie, qui était l'élément majoritaire du département, parlait toujours un dialecte d'oc. Et comme personne n'avait cru devoir me fournir de l'éclaircissement à ce sujet, j'étais toujours un petit peu surpris de tomber sur des paysans qui, lorsqu'ils ne m'adressaient pas la parole, qu'ils étaient entre eux, parlaient une langue que je n'entendais pas. Je comprenais bien ici et là quelques expressions, certaines formes étaient assez proches du français, et le français avait déjà commencé de corrompre cette vieille langue. Les dialectes, vous le savez, sont le langage des communautés paysannes. Mais lorsqu'il existe, ce qui était notre cas, un État central, avec des institutions, l'école, la monnaie, etc., il était évident que ces sociétés, que ces communautés paysannes ne pouvaient plus rester hermétiquement fermées, ni aux techniques du monde extérieur, ni au langage qui s'appliquait à chacun des éléments qu'elles se trouvaient dans l'obligation d'assimiler, de faire leur, si elles voulaient subsister encore un petit peu. Donc, ce que nous regardons comme l'évidence même, la culture lettrée, le fait d'être alphabétisé, le commerce assidu du livre, le fait, quand vous prenez le métro, de voir à côté de vous des gens qui se sont en quelque sorte abstraits du contexte physique pour s'absorber, s'ensevelir dans cette espèce de coin ouvert dans l'épaisseur du monde que constitue un livre dont vous avez écarté les feuillets. C'est quelque chose de récent. Ça date de l'invention de l'imprimerie. Ça n'a concerné longtemps qu'une infinitésimale partie de la population. Un livre coûtait des fortunes. Longtemps, un livre coûte très très cher, même lorsque l'imprimerie reproduit mécaniquement et en quantité relativement importante des textes. Au XIXe siècle, j'ai vérifié ça dans les livres, un roman coûte 4 francs. Vers 1880, si vous voulez procurer un roman, c'est 4 francs. Oui, mais la journée de travail d'un salarié agricole, c'est 50 centimes. C'est des francs or, hein, donc il faut effectuer une autoconversion que celle à laquelle vous procéderiez si vous mettiez en regard le franc qu'on a abandonné il y a quelques années et l'euro. Mais une journée de travail d'un salarié agricole, ça va être 10 heures. Il lui est payé 50 centimes. Donc il doit transpirer pendant 8 jours pour s'acheter un roman. Et le livre de poche a changé beaucoup de choses. Les éditions, là, 10 francs aujourd'hui, 2 euros aussi. N'importe qui peut tirer de sa poche l'équivalent des 10 francs ou 12 francs qui permettent de se procurer tous les classiques de la littérature. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Mais longtemps, le livre reste un produit de luxe et la figure du lecteur est une sorte de rareté. Les protestants, on voit des hommes, des femmes aussi, retirés dans un coin avec la Bible, puisque, vous le savez, le protestantisme a en quelque sorte court-circuité la hiérarchie et permis, grâce au livre, aux fidèles d'entrer directement en communication avec Dieu, enfin avec la parole de Dieu. Donc, en ces âges à la fois archaïques et interminables, cet âge à la fois d'or et ténèbres, où l'écriture n'existe pas, tout homme, toute femme, j'en sais rien, mais tout homme possède la totalité des techniques de survie du groupe auquel il appartient, et il possède la totalité des énoncés. Ça sera même à quelques dizaines, centaines peut-être, de récits mythiques, mythologiques, qui confèrent à chaque geste, à la somme des activités requises par le groupe, un sens, une signification, un acte mental, une opération intellectuelle. Ce qui nous laisse à supposer que ces groupes dominiens, d'Homo sapiens deux fois, disposaient d'un temps infini pour conférer un lustre non pareil à ces récits, c'est le fait qu'ils travaillaient très peu. Ça, c'est une découverte récente. On imagine qu'il faut trimer comme un esclave, si l'on peut ainsi parler, dans ces sociétés primitives, pour simplement assurer sa subsistance. Or, des travaux relativement récents, datant des années 1960-1970, ceux en particulier d'un anthropologue américain qui s'appelle Marshall Salins, tentent à prouver le contraire. Il a écrit un beau livre qui s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance. Il était venu étudier en France auprès de Claude Lévi-Strauss
dans les années 1970. Il habitait Bourg-la-Reine. Alors naturellement, personne n'a cru devoir me signaler que Marshall Salins habitait Bourg-la-Reine, qu'il se rendait 4 ou 5 fois par semaine au Collège de France pour recueillir un certain nombre d'instructions, de conseils de la part de Claude Lévi-Strauss en personne. Et dans les années 70-75, il fait paraître ce livre, lequel, à l'encontre de tous les préjugés, établit qu'en l'espace de 2 heures, un homme, une femme, dans une société sans écriture, dite primitive, s'est acquitté de l'ensemble des tâches de la subsistance. Si une journée c'est 24 heures, il lui reste 22 heures pour sacrifier à des tâches culturelles, dormir, ils dorment beaucoup, paraît-il, manger, ils font des concours de gloutonnerie, enfin pas tous, mais certains. Et Salins oppose à cette facilité relative de la vie dans les sociétés primitives les 8 heures quotidiennes, à quoi il faut ajouter le temps de transport, qu'un salarié dans une société développée est obligé d'abandonner en contrepartie du salaire qui lui sera versé et qui lui permettra, bon an, mal an, jour après jour, de réparer, d'entretenir et de soigner sa force de travail. Nous n'avons pratiquement pas de témoignages. Seul subsiste quoi? Une poignée de silex éclatés, quelques peintures qui, pour avoir été enfouies sous la terre, ont survécu à l'action abrasive, corrosive du temps. Mais si l'on en croit les témoignages qu'on a pu recueillir auprès des derniers groupes primitifs, il est manifeste que la vie n'est pas ce que l'on imaginait dans ces sociétés d'avant la division du travail, d'avant l'écriture, d'avant l'esclavage, mais un compromis heureux entre un certain nombre d'exigences élémentaires d'une part et d'autre part la nature, la munificente nature, et la perception, la compréhension que ces hommes, pareils à vous, peuvent avoir de leurs actes, de leur existence, de leur destinée, lorsque elle nous parviennent, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, eh bien, nous déconcerte. Ils ne se voient pas comme nous voyons. Les catégories de pensée au regard de quoi ils ordonnent leurs textes sont entièrement décalées par rapport à celles que spontanément, naturellement, nous engageons dans la perception, la description, l'interprétation des événements où nous sommes engagés. La chose a duré jusque dans les années, je dirais, 1950. De même que nous ne sommes massivement alphabétisés que depuis 100 ans. De même qu'il y a 103 ans, qu'il s'est trouvé quelqu'un pour suspecter les catégories aristotéliciennes de l'espace et du temps de n'être pas intangibles, et c'est Albert Einstein. Il a fallu qu'un jeune illuminé de 25 ans, grand adepte du violon et qui niaisait et fantastiquait dans son bureau des brevets à l'Institut Polytechnique de Berne, se dise voyons. 2 Américains, Michelson et Morley, viennent de faire une curieuse expérience. Ils ont cherché avec un interféromètre à mesurer des variations dans le déplacement de la lumière. Or, ils n'en ont pas constaté. Donc, ils ont abandonné. C'est extraordinaire. L'expérience de Morley et Michelson date du début des années 1880. Mais c'était bon. Ils essaient de s'assurer par divers procédés techniques que je vous passe que la vitesse de la lumière varie. Or, elle ne varie pas. Elle est constante. 300 000 km/s. N'ayant pu aboutir au résultat qu'ils escomptaient, ils abandonnent. Il ne fallait pas abandonner. Mais leur esprit est structuré par une certaine attitude que l'épistémologue Thomas Kuhn appelle paradigmatique. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Votre esprit est enfermé dans un système catégoriel qui fait que certains objets lui apparaissent, tandis que d'autres restent hors de son champ perceptif. Et Einstein, qui n'a pas grand-chose à faire dans son bureau des brevets, reprend ça et dit oui, mais si la vitesse de la lumière ne varie pas, ben, c'est l'espace et le temps qui doivent varier. Ils sont relatifs, c'est la relativité, un référentiel. C'est tard dans l'histoire du groupe, de l'espèce pensive, qu'un certain nombre d'évidences massives, dont certaines sont très anciennes, elles avaient 2500 ans, ça remonte à Aristote, d'un seul coup se fragmentent, tombent en poudre, et qu'il se trouve bon esprit pour en tirer toutes les conséquences. Pareillement, l'Europe occidentale, agressive, impérialiste, se trouve dépositaire d'un certain nombre de biens qu'elle a razziés partout où elle s'est transportée, et il n'est point de lieu sur la Terre où des Européens ne soient avancés, et généralement avec de mauvaises arrière-pensées. On disposait donc d'un trésor, si lacunaire fut-il, de récits, de mythes,
dans toutes sortes de langues, enfin les principales langues européennes, espagnol, portugais, français, etc. Et on les regardait comme les productions d'esprits dérangés. On portait à peu près sur eux, même si publiquement on n'en disait trop rien, que celui méprisant de certains de ces jésuites qui voyaient là les traces d'une tare quasiment physiologique de ces groupes humains arrêtés à un stade à nos yeux très archaïque du développement historique. Et c'est le mérite infini, la gloire imprescriptible de Claude Lévi-Strauss d'avoir mis au point, dans les années 1950, une technique d'interprétation, une méthode scientifique d'interprétation et d'explication de ces productions mythologiques, et de nous avoir en quelque sorte ouvert au langage que nous tiennent par-delà les siècles et les millénaires ces représentants de nous-mêmes qui ont cheminé sans écriture, mais qui, n'étant pas dépourvus de langage, avaient donné forme et signification à leur aventure, à leur expérience. Vous êtes les contemporains, les quasi-contemporains de toute une série de révolutions profondes dans l'explicitation, au nombre desquelles je dirais qu'il faut mettre, non pas seulement Albert Einstein, Sigmund Freud, qui nous ouvre le rêve. Le texte de Freud, qui s'appelle L'interprétation des rêves, du 32 tours, date de 1900 pile. La même année, je ne plaisante pas, que les recherches logiques d'un garçon qui s'appelle Edmund Husserl. Edmund Husserl est l'inventeur de la phénoménologie. Très très vite, en un laps de temps assez bref, une série d'avancées prodigieuses sont accomplies. Et comme il semblerait que toujours les vieux dieux jaloux, criminels, s'ingénient à nous nuire, à l'instant même où ces promesses rayonnantes nous sont faites, on voit s'accumuler des périls qui vont enténébrer, ensanglanter l'histoire de l'Europe. Bon, je m'écarte là. Claude Lévi-Strauss, qui tire parti d'un certain nombre d'avancées de la science du langage, met au point dans les années 1945-1950 une technique dite structurale ou structuraliste qui, d'un seul coup, va permettre que la porte de fer vissée, boulonnée, soudée, qui séparait les êtres scripturaires, rationnels que nous sommes, de leur, je fais le prof, de leurs hypostases, leurs prédécesseurs. Eh bien, que cette porte s'ouvre, avec un grand grincement, j'imagine, et que d'un seul coup, nous entrions comme de plein pied dans ce grand récit sans écriture qui a devancé les versions écrites, au moyen desquelles nous nous efforçons de saisir ce qui nous arrive. Qui est l'instrument par lequel nous réalisons le postulat selon lequel, quoi que ce soit qu'il se passe, ça doit avoir un sens. Sachant que dans la plupart des cas, ce sens ne nous est pas livré dans l'instant. Ce qu'on appelle la conscience, le fait de se porter en pensée à la hauteur des choses, vient toujours sur les talons de l'existence. On commence par vivre et on pense après. Parce que généralement, quand on est occupé à agir, on est à ce point absorbé par l'urgence du présent et l'émoi et la douleur et tout ce que vous voulez, qu'il ne se peut pas qu'on parvienne à cet état d'évidence lumineuse qui a non conscience. Peut-être qu'elle ne viendra jamais. Infinité d'événements ont dû se passer sans que jamais la conscience ne vienne rétrospectivement, rétroactivement les éclairer, les illuminer. Donc Lévi-Strauss met au point dans les années 1950 une méthode telle que d'une part, eh bien, il réexamine et éclaire la totalité des systèmes de parenté qui ont jamais été pratiqués sur la Terre. Ne croyez pas qu'épouser quelqu'un soit chose évidente et facile. Ça revêt des complications telles que nous ne sommes même pas certains de pouvoir les saisir. Et pourtant, ceux qui contractent ce type d'alliance le font dans cette espèce d'évidence ou de naturel qui s'attache à vos actes de tous les jours, à vous-même. Donc en 1949, Claude Lévi-Strauss écrit un ouvrage très volumineux qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté ». Il s'accorde un court instant pour respirer parce que c'est un ouvrage d'une difficulté extraordinaire. C'est très long à lire, c'est très difficile. Il faut revenir en arrière, faire des petits schémas sur un bout de papier qu'on a sorti de la corbeille parce que de prime abord, on n'y arrive pas. Et puis, lorsqu'il a affermi sa prise sur ce matériau qui est étranger de prime abord aux formes de conscience qui sont les nôtres, il compose, après l'intermède de Triste Tropique, les 4 tomes de ces mythologiques, le cru et le cuit, du miel aux cendres,
L'origine des manières de tag, l'homme qui s'échelonne entre 1958 et 1968. En 10 ans, il sort l'équivalent de... C'est des bouquins qui font 600 pages, 500 pages, 2000 pages, dans lesquels il trace la grande rosace des mythes de l'Amérique. Du Sud d'abord, et puis du Nord enfin. Et il montre que, en vérité, ces groupes humains racontent à peu près la même chose, dans un langage qui, d'abord, paraît extraordinairement dissemblable, mais qui est en vérité, quant au fond, le même, puisque des règles de transformation extrêmement précises qui l'éclairent avec une sorte de génie qui laisse ému, enthousiaste. Et il montre que, en vérité, les gens qui habitaient la terre de feu, l'extrême sud de l'Amérique du Sud, disaient à propos des mêmes choses, la même chose que les habitants du cercle polaire, la Colombie-Britannique, l'extrême nord-ouest du continent nord-américain, mais que pour comprendre ce fait, à savoir l'identité approximative du langage qu'ils tiennent sous les dehors changeants, il fallait examiner tout cela avec des moyens dont il fut l'inventeur. Et ensuite que, eh bien, ces récits apparemment aberrants à nos yeux répondent à des questions très pratiques auxquelles ces hommes sont confrontés, comme vous-même êtes confrontés jour après jour à des problèmes un peu plus pratiques. Mais c'est avec d'autres moyens que ceux qui vous paraissent les plus naturellement appropriés à toute chose que ces groupes humains ont répondu. Et leur réponse présente un caractère de systématicité, de cohérence, d'intelligence, parfois de génie, où nous reconnaissons notre humanité même, mais prise dans un autre contexte, à la fois physique, sociologique et intellectuel. Physique, ça peut être aussi bien les plaines arides, brûlantes, de l'actuel Midwest américain, la forêt éternellement pluvieuse de la Guyane ou les plateaux arides du Mato Grosso, ce peuvent être les étendues glacées, battues du vent du Nord et de l'Aquilon de la Colombie-Britannique. Mais ces gars-là, avec un équipement technique et intellectuel qui ne s'apparente pas loin s'en faut au nôtre, apportent pourtant des réponses magnifiquement cohérentes et intelligentes aux problèmes que leur pose et la nature, le monde de l'extérieur, et leur propre organisation sociale. Et c'est le mérite infini de Lévi-Strauss que de nous avoir ouvert aussi à cela nous-mêmes, à cette partie de nous-mêmes qui nous était demeurée obscure parce que le temps, le sortilège du temps empêche que nous conservions des attaches vivantes avec les moments antérieurs dont se compose notre histoire collective. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'a fait Champollion pour les fellahs de la vallée du Nil. Ce sont des hommes qui avaient oublié ce que leurs devanciers avaient gravé dans la pierre des monuments. Et l'état où se trouvait alors l'Égypte, qui n'était plus qu'une vague dépendance de l'Empire ottoman, enfin je crois, n'avait pas permis que se constitue un corps de spécialistes qui s'appliquerait à maintenir vivantes ces liaisons que nous avons avec le grand passé, c'est-à-dire avec nous-mêmes avant, avec celui ou ceux que nous avons été avant. Et Champollion est celui qui, après avoir découvert la fameuse pierre de Rosette, restitue en quelque sorte au peuple égyptien ce sens perdu, ces significations enfouies qu'il avait gravées dans la pierre, mais dont les clés lui avaient échappé. De même, Freud est celui qui nous ouvre à cette part de nuit, de ténèbres, qui est en nous, puisque nous sommes des sujets rationnels. Donc, nous sommes amputés de cette partie de nous-mêmes que la raison ne saurait tolérer, souffrir. Et Lévi-Strauss, c'est celui qui, parachant le grand travail d'explicitation des grands savants du XXe siècle, se tourne enfin vers ces vestiges, vers ces bribes de la civilisation orale, préhistorique ou non historique, c'est-à-dire sans écriture, que l'Europe occidentale a pu malgré tout sauver, et met au point la technique d'investigation, de description, qui permet que nous sachions enfin ce que signifie ce langage qui, par les latins prima facie, de prime abord, nous semble fou. C'est écrit par des fous. Telle est la première pensée qui nous vient lorsque nous avons sous les yeux la transcription, la version écrite de ce que disent spontanément ces naturels, ces indigènes auprès desquels on s'informe. Mais ça n'est pas autrement fou que les rêves que vous faites la nuit, que vous vivez dans une sorte d'évidence immédiate et qui apparaissent à celui que vous redevenez lorsque vous ouvrez les yeux, le produit
de quelque chose dont vous pouvez, dans un premier temps, refuser de croire que c'est vous. Et pourtant, c'est vous. C'est vous qui, nuit après nuit, ouvrez la porte à cet être de vous-même dont vous ne voulez rien savoir et lui permettez de s'agiter le temps que durent les ténèbres sur ce que Freud appelle l'autre scène, avant que la sonnerie du réveil ou le premier rayon du soleil ne vous arrache au sommeil et que vous ne voyez disparaître celui qui, pendant un certain temps, a créé des événements tels que, par exemple, vous pouvez en être révolté, scandalisé et éprouver le besoin de vous confier à quelqu'un dont vous postulez qu'il pourra vous éclairer sur ce scandale dont vous avez été, à votre corps défendant, le protagoniste. C'est la même entreprise. Le XXe siècle, vous savez que ce siècle s'est achevé. Non, je recommence. Chaque siècle porte un nom. Lorsqu'il s'achève et qu'on regarde derrière nous, on se dit oui, c'était la Renaissance. Nous sommes sortis des 1000 ans de barbarie ou de ruralisation en quoi consiste le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est ça. Les villes meurent, les grandes villes meurent, et l'humanité s'en retourne au champ. C'est aussi simple. Au bout du compte, c'est ça. Puis on sort de cette longue nuit moyenâgeuse. L'État se met en place, c'est l'âge classique, c'est l'âge étatique, c'est le temps de l'absolutisme. Et puis déjà, une fraction de la noblesse, et surtout la bourgeoisie qui prend de l'empire, de la puissance du pouvoir, examine toute chose à la lumière de la raison. C'est là le siècle des Lumières. Le XIXe siècle est celui des révolutions. Et il existe plusieurs termes concurrents pour qualifier d'un mot le XXe. Alors, je vais en dire deux ou trois. Le siècle des loups. Jamais l'humanité ne s'est chargé la conscience de crimes aussi monstrueux que ceux qui obscurcissent le souvenir des cent années qui ont pris fin en 2001. Jamais. Personne, nulle part, ni Gengis Khan, ni Kublai Khan, ni Attila n'avait porté une atteinte aussi grave, aussi sacrilège à l'idée même d'humanité. Personne. Et il a fallu que ça se passe en Europe, au cœur de l'Europe. L'écrivain anglais Eric Hobsbawm parle du siècle des extrêmes, le meilleur et le pire, les pires régressions et les plus éblouissantes avancées. C'est un philosophe allemand assez marrant qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui a suggéré un terme plus paisible, celui de l'explicitation. Jamais on a avancé aussi vite et aussi loin qu'en l'espace des 100 années qui séparent 1901 de 2001. Jamais. Le chemin parcouru dans ce très bref laps de temps l'emporte sur celui qui avait pu être franchi entre l'apparition de l'Homo sapiens deux fois et 1899-1900. Jamais l'espèce humaine n'a étendu son empire à un pareil degré sur toute chose. On a même marché sur la Lune, entre autres choses. Voilà. Un certain nombre de rêves aussi anciens que nous, enfin que l'espèce humaine, ont trouvé là à se réaliser. Mais quand on jette un coup d'œil dans la colonne du passif, on sent le poil se hérisser sur le crâne, lorsqu'on découvre l'abomination, l'abjection dont ce siècle reste grevé. Donc, pour m'en tenir au bon, nous disposons depuis pas tellement longtemps, depuis une cinquantaine d'années, de la possibilité de comprendre quelle sorte de pensée, quelle espèce de texte produisent des hommes qui se passent très volontiers de l'écriture, parce que, je vous l'ai dit, elle est fille de l'esclavage. On ne commence à écrire que lorsqu'on met en esclavage ses semblables. Et que ces petits groupes, sans division du travail, sans écriture, sont formés d'hommes et de femmes qui disposent chacun de la totalité des ressources techniques qui conditionnent sa survie et de la totalité des énoncés. C'est en cela que je me suis hasardé à dire que c'est un âge d'or. J'habite une société de classe, et vous aussi. Je sens nettement et mon infirmité et celle de mes semblables. Les différences de sensibilité, de langage, les haines de classe, les conflits politiques. Vous n'y coupez pas, vous pouvez vous efforcer de les ignorer ou de les refouler. Ils sont. La société que nous habitons est formellement unifiée, légalement unifiée, territorialement unifiée, mais en même temps elle est traversée de dissensions, de conflits extrêmement brutaux.
Et il ne se passe pas de journée que nous n'en recueillons l'écho. Le Marseillaise a été sifflé il y a 3 ou 4 jours. Ça fait un truc invraisemblable. Voilà. Ça veut dire qu'on refuse l'unité formelle qui nous est proposée. L'hymne national, en tant qu'emblème de l'unité nationale, est contesté par une partie de nos compatriotes. Or, dans ces sociétés d'avant l'écriture, d'avant la division du travail, il existe une sorte d'unité profonde. Chacun est proprement le frère de ses compatriotes, n'est pas le mot, congénère. Le mythe du bon sauvage popularisé par Rousseau peut trouver là un fondement. Bon, on sait que c'est une image qui appelle un certain nombre de correctifs. Mais Rousseau, au siècle des Lumières, peut raisonnablement considérer que dès lors qu'il n'existe pas de propriété privée, ni de division du travail, alors, très vraisemblablement, l'état de nature, ce qu'il appelle l'état de nature, est bon. Et que puisque la civilisation s'accompagne d'une profonde corruption des mœurs, il faut agir afin de retrouver en avant ce bonheur perdu dont il garde la nostalgie. Donc, nous avons en main ces textes. Alors, j'ai pris quand même la précaution de tirer de Lévi-Strauss, justement, des mythes que j'ai choisis délibérément courts, pour vous donner une idée de la façon dont on s'y prend lorsqu'on ne peut pas appuyer les récits que l'on fait sur l'écriture. Le fait que vous disposiez de l'écriture change tout. Vous n'êtes plus les mêmes. Mais avant que cet instrument, cette technique nous soit mise à la disposition du groupe, et que c'est à l'air atmosphérique simplement que l'on confie son texte, alors on quitte le monde que vous habitez pour entrer dans un autre monde que, vous allez voir, on est plutôt porté dans nos sociétés à attribuer à des démons, à des insensés, à des gens qui n'ont pas littéralement, au sens strict du terme, le sens commun. Par exemple, un mythe caribe, c'est le 285, je l'ai tiré du Miel aux cendres. Une indienne mariée depuis peu rencontra un jour un tapir qui lui fit une cour assidue. Il avait, dit-il, pris une forme animale pour l'approcher plus facilement quand elle irait au champ. Si elle consentait à le suivre vers l'est jusqu'au point où le ciel et la terre se rejoignent, il retrouverait son apparence humaine et il l'épouserait. Ensorcelée par l'animal, la jeune femme feignit de vouloir aider son mari qui allait cueillir des avocats. Pendant qu'il grimpait dans l'arbre, elle lui trancha la jambe d'un coup de hache et s'enfuit. Regardez bien la suite. Bien qu'il perdît son sang en abondance, le blessé parvint à transformer un de ses cils en oiseau qui alla chercher du secours. La mère du héros parvint à temps sur le lieu du drame. Elle soigna son fils et le guérit. Une jambe sectionnée. Pourvu d'une béquille, l'infirme se mit à la recherche de sa femme, mais les pluies avaient effacé toute trace. Il réussit cependant à la rejoindre en observant les pousses d'avocatier qui avaient germé là où elle avait mangé les fruits et jeté les noyaux. La femme et le tapir étaient ensemble. Le héros tua l'animal d'une flèche et lui coupa la tête. Il supplia ensuite sa femme de revenir avec lui, sinon il la poursuivrait éternellement. La femme refusa et continua son chemin, précédant l'âme de son amant, tandis que le mari courait derrière. Parvenue à l'extrémité de la terre, la femme s'élança dans le ciel. Quand la nuit est claire, on peut toujours la voir, ce sont les Pléiades. Près de la tête du tapir, ce sont les Hyades, avec un œil rouge, c'est Aldébaran. Et juste derrière, on voit le héros, c'est Orion, où Rigel correspond à la partie supérieure de la bonne jambe, et qui leur donne la chasse. Vous lisez ça sous la plume d'un de vos contemporains. Vous êtes en droit de vous poser des questions sur la santé de son esprit. C'est une suite continuelle de scandales pour quelqu'un de votre sorte, pour quelqu'un qui est entièrement dominé par la culture lettrée. Vous n'avez pas le choix, vous êtes tel, on vous a rendu tel. Ce sont autant d'attentats perpétrés contre ce que vous appelez le bon sens ou le sens commun. Mais pour ceux qui n'appartiennent pas à cette culture qui est la vôtre, cela est revêtu d'un caractère d'évidence. C'est naturel. De même que vos propres actes vous paraissent naturels, dictés par des exigences qui seraient celles de la nature. Alors que nous savons bien que vous êtes d'abord et avant tout des hommes et des femmes de culture, de sens. Le texte enfile comme autant de perles les plus signalées infractions au principe de causalité tel qu'on vous l'a inoculé. Il existe un
garçon qui s'appelait Élément. Karl Popper, qui est un épistémologue, quelqu'un qui est spécialiste de l'histoire des sciences, qui a écrit plusieurs livres dont le plus connu s'intitule La connaissance objective. C'est un esprit très clair. Et il constate que chacun d'entre vous a affaire à trois mondes. Le monde 1, c'est le crayon que je tiens, c'est le fauteuil, c'est le bureau, c'est les choses qui, selon toute vraisemblance, existent indépendamment de ce que vous en pensez. Vous savez que certains philosophes ont émis l'hypothèse qui n'a rien de saugrenu, que le monde extérieur n'existe pas, que c'est une série de perceptions que vous avez, qui renverrait, je prends le plus célèbre d'entre eux, qui s'appelait Berkeley, à Dieu, lequel, pour nous complaire et nous divertir, se manifesterait à nous d'une infinité de façons, sous l'espèce du bureau, des chaises qui sont devant, de mon réveil, du bouquin, etc. Oui, c'est irréfutable. C'est un axiome. Il y a des idéalistes transcendantaux et puis il y a des matérialistes. C'est des axiomes, ça ne se démontre pas, mais vous ne pouvez rien opposer à cela. Son système est cohérent. Il a écrit un petit livre qui est merveilleux, qui s'appelle Les dialogues de Hylas et Philonous, dans lesquels il avance les principes de son idéaliste transcendantal. Ceux qui ont fait du latin Hylas, c'est le bois, l'homme de bois. Philonous, philein en grec, aimer, nous l'esprit. La grosse brute, le brave crétin pour qui les choses existent. Ah oui, j'ai la sensation que ça n'existe pas du tout, c'est pas une preuve. Et puis Philonous, lui, qui conduit sa réflexion jusqu'au deuxième et au troisième degré, et qui peut contester à bon droit l'existence matérielle du monde, son existence indépendamment de l'esprit qui le perçoit. D'où la formule célèbre de Berkeley, esse, il la donne en latin, être, esse, est, percipi, être, c'est être perçu. C'est tout. C'est votre perception qui confère sa réalité aux choses que vous percevez. Ça aussi, ça fait un peu dresser le poil sur la tête. Mais bon, Popper dit, pour vous, les gens de votre sorte, pas n'importe qui, il existe trois mondes, donc celui des choses, qui vraisemblablement existent. Ensuite, eh bien, les sensations qu'elles vous procurent quand vous appuyez le bras sur la table. C'est pas votre main. Vous ne sentez pas votre main. Il vous semble que vous percevez la table. Je ne sais pas si je me fais comprendre bien. Faites l'expérience, vous verrez. Quand vous portez vos regards sur un objet, ce n'est pas du tout la marche de votre système optique qui vous est perceptible, sensible, mais ce que vous supposez être un objet, qui serait autre si vous étiez des chiens, des chevaux ou des abeilles. Nous avons un certain type de perception, une certaine sorte de vision, qui résulte du fait que, eh bien d'abord elle est binoculaire, vos deux yeux sont en face et non pas sur les côtés. Alors, un chien voit semble-t-il en noir et blanc, un cheval aussi. Mais le système de pigmentation de votre rétine vous montre des couleurs qui ne sont pas du tout celles que va enregistrer une abeille. Elle va voir l'ultraviolet, pas vous, vous ne percevez pas. L'infrarouge, pas vous. Et ajoute Popper, il ne faut pas que je m'éloigne de mon truc, il y a le monde 3. Le monde 3, c'est l'ensemble des théories disponibles sous forme de textes, de pratiques, de savoir-faire, qu'on vous a inoculé pendant que vous fréquentiez l'école, que vous avez pu vous-même vous mettre dans le crâne en lisant. Vous êtes entièrement, votre esprit est entièrement dominé par un certain nombre de grandes théories, en gros celles de la physique théorique, qui conditionnent la perception, la compréhension que vous avez des phénomènes. Il y a des choses qui pour vous sont impensables. Il est hors de question que mon réveil entre en lévitation. Que, à l'instar du tapir de Lévi-Strauss, je dépouille la forme humaine dont je suis momentanément revêtu pour emprunter celle d'un animal. Ça vous paraît naturel, ça vous paraît évident. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Ça ne l'a pas été pendant une bonne partie, pendant la plus claire, la majeure, l'écrasante partie de l'histoire de l'humanité. Oui. En principe, non. On considère que la physique théorique est irréversible. Oui. Aux États-Unis d'Amérique, il paraît qu'il n'est pas tellement recommandé dans certains États d'invoquer la théorie darwinienne. La lutte. Oui. La physique théorique, c'est irréversible. Si la civilisation est détruite, mais qu'une demi-douzaine d'entre vous survivent, eh bien, ils sauront que, par exemple, la matière est sans doute formée d'atomes, qu'il existe deux, trois grandes théories,
atomique, gravitationnel, électromagnétique, pour rendre compte et raison de la totalité des événements physiques dont vous êtes les témoins. Nous saurons que l'atome en principe est indivisible, même si depuis lors la théorie des quarks est arrivée. Au nombre des propriétés du monde dit moderne, dont certains, je pense à Fukuyama, le philosophe américain, estiment qu'elles sont irréversibles, la production de marchandises en régime capitaliste, la démocratie libérale, la physique théorique. Pour lui, c'est l'horizon indépassable de la modernité. Si nous sommes entrés dans la post-modernité, s'il n'y a plus lieu d'escompter, de vouloir, d'attendre, de craindre, de désirer des événements comparables à ceux qui ont émaillé le cours des 2 derniers siècles, c'est parce que ces 3 grandeurs, physique théorique, démocratie libérale, production de richesses ou d'utilité en régime capitaliste, semblent ne pas enfermer d'au-delà. Bon, ça peut se discuter, mais jusqu'à nouvel ordre, on en est là. Donc Popper dit en gros, si on ouvre une boîte crânienne de quelqu'un de votre sorte, et que, comme un gâteau, certains gâteaux, c'est des couches de crème, de fruits, de pâte, du sucre, des trucs dessus. Si on ouvrait vos boîtes crâniennes et qu'on fasse des fouilles, on y découvrirait bien évidemment l'expérience immédiate que vous avez de toute chose, celle que votre équipement sensoriel vous livre. Puis, des réflexions toutes personnelles, que cela vous inspire, selon que vous êtes plus ou moins sensible, etc., etc. Et enfin, même si ça ne vous apparaît pas très nettement, les cadres extrêmement puissants des théories élaborées par les sociétés développées, qui conditionnent votre intelligence, votre approche de tous les faits auxquels vous êtes affrontés. Il y a ce que vous attendez, je ne sais pas, la lampe s'éteint, alors on vérifie, est-ce que c'est le disjoncteur qui a sauté, ou bien est-ce que d'un seul coup, toutes les rampes ont été grillées par un phénomène de surtension. Bon, on procède méthodiquement. On va rechercher la cause de certains points précis. Sinon, c'est une panne de secteur. D'autres faits vous semblent inconcevables. Vous ne croyez plus en la magie. Sauf dans une situation très grave, on croise les doigts, enfin un truc comme ça. Mais vous avez abdiqué l'idée qu'une chose puisse avoir une âme. Vous n'êtes pas animiste. L'animisme est paysan. La magie est paysanne. C'est lorsque la totalité du cycle de production nous échappe, oui, un orage, une tempête, une inondation, un coup de gel sur les semailles de printemps, qu'on est animiste. Mais vous appartenez à une société puissamment instrumentée, vous êtes des citadins. Or, on sait, la raison est citadine. Quand on travaille dedans, que le produit de notre travail n'est pas à la merci d'un coup de gel, d'un coup de vent ou d'une pluie dévastatrice. Ça exclut que certains événements puissent se produire. Sauf en rêve. Il n'y a plus qu'un rêve lorsque ce qu'on appelle votre raison ou votre conscience a été momentanément éclipsée par le besoin de repos, ou simplement de réparation ou de compensation. Que, je ne sais pas, vous parlez avec des morts, des gens que vous savez morts quand vous avez les yeux ouverts, sans être autrement émus. Un certain nombre d'informations qui concernent la zone claire ou la surface n'ont pas pénétré dans ces couches profondes où une part de vous-même, qui n'est pas négligeable, s'est réfugiée. Mais dès l'instant où vous ouvrez les yeux, vous vous rappelez que eh bien, ces êtres avec lesquels vous avez parlé avec abandon, avec bonheur, ont été expulsés du monde des vivants, et vous seriez fou, pour le coup, si vous continuiez de parler avec eux, parce que eh bien, vous seriez halluciné. L'hallucination est une manifestation de certaines affections nerveuses. Vous êtes raisonnable, ça change tout. C'est une culture que vous n'avez pas choisie, à laquelle il n'y a pas d'échappatoire. Vous n'avez pas le choix. Vous avez été socialisé dans ce monde qui est le nôtre, dans ce type de société. Et donc vos façons de voir, de penser, d'agir, de sentir, portent le sceau profond, indélébile, irréversible, semble-t-il, de la civilisation rationnelle des sociétés occidentales développées. Et la France en est. Mais parmi les compensations, les petits dédommagements que l'époque la plus récente vous a apportés, il y a la possibilité qui vous est donnée de mettre en œuvre des instruments de fabrication récente pour vous enfoncer dans cette nuit à la fois externe et interne, dans la grande profondeur chuchotante du temps des civilisations orales, mais dans cette nuit interne, dans cette espèce d'obscurité augurale dans laquelle vous retournez chaque nuit, parce que rien n'est coûteux comme de vivre toujours raisonnablement les yeux ouverts et qu'une partie de nous-mêmes semble ne pas vouloir céder un certain nombre des facilités que le temps d'avant nous procurait. Un certain nombre d'impossibilités de la vie vigile sont levées par le temps que dure la nuit. Toute nuit est une fête. Ce qui vous est refusé par le déroulement ordinaire de la vie quotidienne
vous est momentanément restitué. Il y a une seule condition à ça, c'est comme dans les comptes, c'est que vous ayez retiré la prise. Il ne faut plus qu'il existe de liaison entre le monde de vos pensées, qui est un monde à part entière, et le canal sensorimoteur. Parce que si vous agissiez sous l'empire des pensées qui visitent la nuit, ça serait une catastrophe. Tous les matins, on relèverait, je ne sais pas, 20 millions de morts. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon. J'ai même dépassé la limite. Vous n'avez pas volé les 10 minutes de respiration que je me fais l'obligation de vous accorder. À tout à l'heure.